Nike a cru pouvoir se passer de tout le monde. Résultat, une erreur à 100 milliards de dollars, passé de 165 dollars l'action à 43 dollars récemment. Ce n'est plus une correction, c'est une exécution. Et dans ce deep dive, on va décrypter la faille qui a tout brisé. Est-ce que c'est une fin de règne ou une opportunité historique? Bienvenue sur Logic Invest, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on part pour un deep dive de la société Nike que tout le monde connaît. On va partir pour les nouveaux sur un deep dive en mode GDoc où je fais clairement un deep dive sur GDoc. Je vous le donne gratuitement dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver tout ce que j'écris sur la société. Et pourquoi je fais ça? C'est que si on ne fait pas ce boulot de poser une thèse sur la boîte pour pouvoir mettre des mots sur pourquoi elle a baissé de quasiment plus de 70% par rapport à ses plus hauts, on ne pourra pas essayer d'estimer est-ce qu'il y a un départ, un rebond possible ou est-ce que la boîte va continuer de descendre et d'essayer de calculer un préjudice. Donc comme d'habitude, on fait une présentation rapide des enjeux de la boîte, les segments, le board, le TAM, le SAM, le SOM, l'entreprise versus IA, le MOT, ma conclusion et on aura un deuxième volet où on ira tout simplement voir les chiffres de la boîte, le quantitatif et appuyer avec ces segments, on va dire, complémentaires de travail, pourra donner un prix juste ou une conclusion. Et je vous dirai, moi, si c'est une entreprise qui peut m'intéresser ou pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et merci à tous les gens qui l'ont fait récemment, notamment aidés par Hugo et Mathieu du podcast, comment dire, Focus Fondamental, hein, qui m'ont donné pas mal de force, qui ont un petit peu recommandé la chaîne parce qu'ils ont fait une présentation de thèse sur l'appli Bagger. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette application Bagger qui est gratuite pendant 14 jours. C'est tout simplement la meilleure application, on ira la voir tout à l'heure. Quand on fait du stock picking, vous avez 14 jours gratuitement. Vous n'avez pas de carte bleue à remplir, vous donnez juste votre mail. C'est 14 jours gratos et vous faites votre propre avis. Donc merci à eux et nous on est parti pour l'analyse de Nike les amis. Donc la présentation, j'ai pas fait une présentation de la boîte, tout le monde connaît. Par contre, on va aller voir les 4 défis majeurs que Nike a relevés. Quand tu te prends un moins 70%, tu as forcément des défis majeurs, notamment une identité de marque à reconstruire et l'année 2026 marque le début du grand reset sous la direction d'Elliott Hill. Donc l'ancien PDG a fait n'importe quoi, il a coupé Nike des Foot Locker, des magasins de vente direct, en se disant de toute manière on a un mode tellement fort, tout le monde veut nos Air Force One, etc. Ils viendront les commander chez nous pour augmenter nos marges. Le problème c'est que il y a eu deux retours de bâton. Numéro un, les gens s'en foutent totalement de Nike, hein, que tu achètes des Nike ou des Adidas, c'est ton portefeuille aussi qui prime. Et numéro 2, retour de bâton numéro 2, c'est quand tu laisses tes places que tu avais dans les magasins Nike étaient toujours très bien placées en fait. Donc en fait, quand tu laisses cette place-là, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses tes concurrents te manger tout simplement des parts de marché sous le nez parce que tu te dis ouais mais je suis trop fort, je n'ai pas besoin de vendre. Par résultat, en fait, si tu avais besoin de vendre dans ces magasins-là, tu t'es fait prendre des parts de marché et on va le voir dans le quantitatif après. Ça fait mal. Donc les 4 défis majeurs à relever, la reconquête de la performance, pareil, Nike a arrêté d'innover, hein. Donc il faut que Nike éprouve qu'elle sait encore innover techniquement et ne pas se contenter de rééditer des modèles rétro Jordan Air Force One. Clairement, hein, les runners ont énormément de Hoka, de on-running, de New Balance, etc. Je peux vous garantir que je fais des semi-marathons, je fais de la course à pied, des trails. Avant, il n'y avait pas une personne qui n'avait pas de Nike. Tous les 10 coureurs, maintenant, je peux vous garantir qu'il y a toujours des gens qui ont des Nike. Attention, ça reste toujours le premier équipementier. Mais énormément de gens ont d'autres marques au pied, alors qu'avant, Nike écrasait tout. Le rééquilibrage du modèle de vente, le virage 100% direct initié en 2020 a été un échec partiel, et pour moi un échec tout simplement vraiment tout court, vidant les rayons des magasins partenaires et laissant la place surtout aux concurrents. Donc là, qu'est-ce qui vont se passer? Ils vont se rabibocher avec les Foot Locker, avec les JD Sports, ils vont devoir repayer un petit peu leur premium, leur place premium dans les magasins, donc ça va encore réduire les marges. Hop, la fin de l'addiction à la nostalgie. Le marché est saturé de déclinaisons de modèles classiques, hein. Qui n'a pas eu les Jordan, les machins, il y en a marre, ah, on les a tous eu. Il faut des modèles iconiques, il faut les recréer. Le défi, hein, c'est surtout, bah, je viens de le dire, hein, créer la prochaine grande silhouette capable de déclencher une hystérie mondiale, comme la marque savait le faire dans les années 90 et 2000. Et bien là, attention, bonne chance à vous. Et l'efficacité opérationnelle et les marges, ça j'ai beaucoup plus confiance en ça, hein. Ils ont déjà commencé à virer du personnel et 1 dollar d'économie égale 1 dollar mis dans le R&D, dans les R&D et dans le marketing. Donc maintenant, on va passer au segment de vente. On va aller voir, hop, on va essayer de faire ça rapidement. Donc on a le segment footwear revenu. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui va être les baskets, les sneakers. Il y aura les chaussures de foot, ça sera dans l'équipement revenu. Et on a un appareil revenu, donc là ça va être tout ce qui va être le textile, donc aussi bien les survêtements, les pulls, etc. Donc 28% des revenus de la marque pour 2025. Et on a un segment équipement et un segment Converse, parce que la marque Converse appartient à Nike.
Je ne savais pas. Et d'ailleurs, je me souvenais même plus de la marque Converse non plus. Et vous allez voir que c'est même plus une traversée du désert hein, pour Converse. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les sneakers, c'est les marques de chaussures, que ce soit du running ou autre, c'est la principale source de revenus à 63%. Il faut absolument que ce foutu segment ramène du pognon et soit en croissance. Sinon, on va être dans le caca sur hop, la marque. On va aller voir un petit peu hein, justement ce premier segment footwear, il en est là. Et globalement, les revenus sont stables, 0% à l'échelle du groupe. Mais le segment... Oh oui, attendez, j'ai pas tout lu. Après avoir chuté de près de 10% sur l'ensemble de l'exercice, le segment footwear montre ses premiers signes de stabilisation. Donc là, 10% de chute sur ton principal segment. Ça commence déjà à me faire peur. Globalement, les revenus sont stables, ok, certes, mais le segment running a bondi de près de 20% ce trimestre. C'est très bien. Mais le segment running, moi j'ai fait mes recherches et il y a eu énormément de promos pour essayer d'écouler un peu les stocks, essayer d'écouler un peu le catalogue et restructurer tout ça. Donc en vrai, moi ce chiffre-là, je le prends avec des pinces à salade. Le contraste, si les chaussures de performance redémarrent, le lifestyle, on l'avait déjà dit, hein, mais continue de souffrir d'une saturation du marché. Les consommateurs se sont lassés des modèles déclinés à l'infini. Il y en a marre, les mecs, s'il vous plaît, créez-nous autre chose. Pourquoi cette baisse historique? Le segment a souffert de deux erreurs stratégiques. L'abandon du wholesale, hein, ça on l'a déjà expliqué. Ils ont voulu faire les malins. Oui, on est Nike, vous allez acheter chez nous. Bonjour, non, il y a d'autres marques. Le manque d'innovation, et ça c'est criant si vous faites de la course à pied, si vous faites du sport. Vous avez vu Nike, enfin Nike il y a 10 ans, je vous garantis, ils mettaient des tannés à tout le monde. Ils mettaient des missiles Scud à tout le monde, vraiment. Et là maintenant, bah, Nike s'est fait dépasser, hein, parce que quand tu n'innoves plus, bah, tu te fais rattraper tout simplement. Et la stratégie pour le futur, ils ont 4 points stratégiques très importants. Le retour de l'innovation, encore une fois, ça va coûter du pognon. Est-ce que ça va avoir un retour sur investissement immédiat? Non. Donc va falloir être patient quand on va essayer de trouver un prix juste. Donc le retour de l'innovation, moi j'y crois, oui. Mais enfin comment dire, est-ce que ça a un sens pour nous en étant actionnaire tout de suite, si on achetait la boîte tout de suite? Non. Je n'ai rien à foutre, moi, de retour d'innovation. Moi, ce que je veux, c'est un retour des ventes. Et pour faire le retour des ventes, il faut déjà mettre énormément de pognon dans l'innovation. Donc là, moi, déjà, ça me pose un problème. Focus sur le football. Ok, pourquoi pas? Il y a la Coupe du Monde qui arrive, ils vont mettre des gros contrats sur des joueurs. Est-ce que ça va avoir un gros retour sur investissement? J'en sais rien. La reconquête des magasins, c'est exactement comme le point 1. Ils vont mettre du pognon, ça va prendre du temps, ça va ramener de l'argent, oui, mais pour l'actionnaire, c'est pas intéressant tout de suite. Donc là, pareil, on va devoir essayer de patienter. Parce que là, si on rentre trop tôt sur une marque comme Nike, bah, vu la restructuration massive que doit faire la boîte, on n'est pas à l'abri de se prendre une belle petite douche froide. Nettoyage du catalogue, ça a déjà commencé, il faut que ça continue. Et ça, clairement, c'est un point qu'il ne faut pas qu'il néglige. Donc le segment textile, une pression persistante, hein, le segment représente environ 30% du chiffre d'affaires. Performance globale, hein, les revenus du segment textile sont restés atones ou en légère baisse, encore un segment qui baisse. Point noir, hein, le lifestyle est le plus touché, les consommateurs délaissent les survêtements classiques Nike pour des malles plus premium ou spécialisés comme Lululemon, Allo Yoga ou Viori. Pareil, quand tu laisses tes fringues qui ne sont plus en magasin, tu laisses tout simplement tes concurrents rentrer sur le marché et c'est terminé en fait, parce que tu n'as pas de mode. Que tu aies un survêtement Nike ou tu aies un survêtement Lululemon, ça ne va pas changer drastiquement ta vie. En fait, ils ont laissé les concurrents rentrer, bah au revoir. J'ai envie de dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Le textile de haute performance, vêtements techniques pour le running et le fitness commence à se stabiliser grâce à l'introduction de nouvelles matières. Ok, d'accord, hein. La cause du ralentissement, une perte d'identité. Nike a longtemps dominé l'athlétisure, mais la marque a perdu son côté exclusif en inondant le marché de logos basiques. C'est vrai que bah, t'avais pas un t-shirt sans un vieux logo Nike, tout simple. Ok, d'accord, mais à un moment donné, il faut innover. Guerre des prix face à une consommation mondiale prudente. Nike a dû multiplier les promotions pour écouler ses stocks de vêtements, ce qui a pesé lourdement sur les marges du segment. Et la concurrence ciblée hein, dans le yoga et le fitness féminin, Nike a perdu d'importantes parts de marché. Voilà, tu laisses les magasins, voilà ce que ça a donné. Stratégie pour le futur de la performance, vitrine de la Coupe du Monde. Encore une fois, moi je suis actionnaire, ça me fait pas rêver clairement. Le recyclage chimique, donc voilà, ça c'est les gens qui sont un petit peu écolos. Il y aura, je crois qu'ils ont un plan jusqu'en 2030 où en 2030, 100% des produits euh, créés sera à base de recyclage, donc en gros zéro pollution. Mais bon, quand on voit comment dire, les traitements de ceux qui fabriquent du Nike dans certains pays, ça me fait assez rire. Et numéro 3, segmentation premium. Est-ce que les gens seront prêts à mettre 150 balles dans une paire de Nike, là où tu pourras peut-être mettre 80 dans une paire de chaussures Decathlon pour, par exemple, faire du running à performance égale? Voilà. Donc là, clairement, encore une fois, je suis pas du tout hypé par ce qu'on est en train de nous dire et ce que le board aussi va nous dire plus tard.
Donc le segment Converse, la chute libre, moins 35%. Attachez vos ceintures, hein. Converse traverse actuellement sa zone de turbulence la plus grave depuis 15 ans. Il n'y a plus rien qui va chez Nike, hein. Le chiffre d'affaires a fondu de 35%, tombant à 264 millions de dollars. Est-ce que ce n'est pas Emmanuel Macron, les amis, qui est en train de gérer Nike? Parce que là, c'est de la folie. Pourquoi ce décrochage? La Chuck Taylor, hein, l'All-Star, ne suffit plus à apporter la marque. Encore une fois, ils ont tout simplement une foutue paire de baskets et ils se sont dit on va la remettre et la remettre et la remettre. Et le problème, c'est qu'avant, c'était sympa d'avoir des Converse. Maintenant, en fait, il n'y a plus personne qui en a. C'est devenu has-been, en fait. Il y a plus de nouveautés. Restructuration massive. En février 2026, hein, Converse a dû procéder à des licenciements importants et une réorganisation totale des effectifs de ses équipes créatives pour stopper l'hémorragie financière. Rien qui va. Stratégie pour le futur. Ok, Converse lance en 2026 trois nouvelles silhouettes de la Chuck Taylor, hein, pour tenter de capter les tendances chunky et sleek. Maintien dans le groupe, hein, malgré les rumeurs de vente. Le PDG de Nike, Elliot Hill, a été catégorique. Converse n'est pas à vendre et reste un pilier lifestyle indispensable à long terme. Donc moi, la restructuration de Converse, j'y crois moyennement, hein. C'est pas là-dessus que j'irai miser sur un prochain redémarrage de l'action. Et clairement, c'est un tout petit segment de revenus. Donc en fait, ça m'intéresse pas forcément. Segment équipement, hein, donc là, les chaussures de foot, de rugby, les accessoires de basket, etc. On a enfin un segment en hausse. État des revenus en légère hausse pour ce segment-là, porté par le Global Football. Croissance à deux chiffres, hein, l'équipementier bénéficie de l'effet d'entraînement des grands événements sportifs de l'été 2026. Donc il y a déjà l'effet Coupe du Monde, hein, les gens ont commencé à acheter des maillots, acheter de l'équipement. On a la technologie, ça j'y crois moyen, hein, initialement pour le textile, cette technologie de refroidissement est déclinée sur les accessoires en contact avec la peau. Mais est-ce que c'est parce que tu as l'aréophyte que tu vas te prendre, je sais pas moi, le petit bandana Nike, bonjour non, la durabilité circulaire, infidèle à ses engagements de 2026, Nike a lancé ses premiers sacs et ballons fabriqués à partir de 100% des déchets textiles, recyclés chimiquement. Donc ça, à mon avis, ça va augmenter les coûts. Est-ce que les gens vont suivre? Moi, je ne pense pas. On a une crise pétrolière. On sait qu'il y a énormément de textiles qui sont créés aussi avec des sous-branches du pétrole. Et on a surtout une économie qui est créée. Et une économie, c'est tout simplement de l'énergie transformée. Si on a de l'énergie plus chère, moi j'ai peur pour les classes moyennes, les classes qui se faisaient un petit peu plaisir avec du Nike ou autre. Et ça va être très compliqué pour moi, là, avec ce que je viens de dire sur la segment de vente. On va aller voir un petit peu ce que nous dit le board, mais j'ai peur aussi que comment dire, ça me fasse pas vraiment grand effet. Donc la stratégie, hein, du board est une reconstruction profonde après l'échec du virage tout numérique. Alors c'est pas de la Noé, mais c'est tout comme, hein. Le nouveau PDG Elliott Hill a reçu pour mission de ramener Nike à ses racines, l'innovation sportive et la proximité avec le terrain. Ok, le sport, offense, performance d'abord. Ouais, ok, priorité au running. Donc ça, j'ai envie de dire enfin, Nike enfin compris que le running était porteur. Putain, il n'y a pas une course qui n'est pas pleine en moins d'une semaine quasiment dans tout ce foutu pays qu'est la France. Et c'est pareil à l'échelle du monde. Les courses à pied ont un regain de zinzin. Il fallait pas délaisser le running, bordel de merde. Donc la priorité au running, ça c'est très bien. Focus Football utilise la Coupe du Monde 2026 comme rampe de lancement pour dominer les segments des chaussures et du textile pendant les 4 années suivantes. Très bien aussi. Segment femmes, doubler les investissements dans le design, etc. Ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses, en fait. Pour moi, tout ça, mais ils auraient dû le comprendre, mais déjà depuis 10 ans, les mecs, en fait. Clairement, ça, c'est très bien, hein, mais ils sont en retard. Leur équilibrage, parce que si eux ne l'ont pas compris, ne vous inquiétez pas, les concurrents l'ont compris. Le board a acté que le direct to consumer exclusive était une erreur de calcul. Enfin. Retour chez les partenaires. Donc ouais, c'est bien, mais ça, c'est pareil. Le numérique ne doit plus être la seule canal de vente, mais un outil de fidélisation via l'écosystème. Nike Run Club, c'est très bien le Nike Run Club, mais il y a un moment, il y a Strava. Pourquoi Nike n'a pas mis un billet sur Strava, n'a pas fait un Strava X Run Club et a pas tout simplement mis toute une interface de gens qui font du sport vers les magasins Nike, vers les, comment dire, tout ce qui est vêtements Nike, etc. Avec des remises, voilà, tu fais ta sortie en vélo, tu as 5% chez Nike, des conneries comme ça. Et ça, Nike aurait dû pouvoir miser dessus. Donc pareil, ce numéro 2, ça aurait dû être compris depuis des années. Rareté et santé de la marque, bon bah ok, un nettoyage du marché, innovation de rupture, à voir si ça le fait. Mais le board, en fait, pour moi, bah, ce qu'ils ont annoncé là, ça fait 10 ans qu'ils auraient dû l'annoncer déjà. Donc moi, je suis pas du tout satisfait. Donc le TAM, le SAM et le SOM, je vous explique ce que c'est. Dans un bon deep dive, il faut absolument qu'on comprenne ce qui est le TAM. Donc là, c'est la part du gâteau global dans le marché qu'est Nike. Donc le marché qu'est Nike, c'est quoi? C'est les chaussures, c'est le textile, vous l'avez compris, c'est tout ça. Le SAM, c'est la part de ce marché que vous pouvez techniquement cibler, vos segments.
Donc en gros, bah, Nike, il est sur quasiment tous ses segments. Il est sur les chaussures, sur le textile, il est sur tout. Donc en fait, le TAM, c'est le marché global et le SAM de Nike est quasiment équivalent. Et le SOM, c'est la part réaliste que vous allez réellement capturer à court terme. Il faut que ce SOM puisse bah, englober le TAM complet. Ça serait vraiment, ça c'est incroyable quand on a des boîtes comme ça. Et Nike en est une. Et ce qu'il faut aussi quand on comprend tout ça, c'est que le TAM est une croissance. Parce que si vous avez le total available market qui est en décroissance, bah, en fait, la boîte, elle aura beau être sa boîte la meilleure du monde, bah, son somme va être aussi à un moment donné en décroissance. Et le SAM, exactement pareil. Donc, ce qu'on veut comprendre, et là, on va le comprendre ici, c'est que le TAM soit en croissance. Donc, c'est un marché porteur. En gros, pour faire simple, on n'est pas sur du Kodak. Kodak, c'était très bien. Il y a eu les téléphones portables et l'appareil photo numérique, tout simplement, fait torpiller. Donc, là, si on avait fait ça pour l'appareil photo, on aurait compris que l'appareil photo n'a pas d'avenir. On avait fait ça à l'époque des portables qui allaient arriver, des smartphones. Donc l'analyse du marché, le potentiel du marché, hein, donc on a un marché global, total available market, avec mon anglais de CM2, entre 330 et 550 milliards de dollars. C'est le gâteau mondial des chaussures et des vêtements de sport. Donc Nike se concentre sur le haut de la gamme, hein, les performances techniques et la culture de la sneakers, les zones clés Amérique du Nord, Europe et Chine. Donc clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le TAM est quasiment égal au SAM ici. Et on a le SOM, Nike est le leader mondial absolu avec 40 milliards, 40,6 milliards de revenus. Elle détient environ 37% de part de marché mondial dans l'équipement sportif. Donc on voit quoi? Ça reste le leader, mais ils ont laissé beaucoup trop de part de marché aux autres. Ils auraient dû écraser encore plus la concurrence. Donc la croissance en CAGR du marché, ça va être entre 3,7% et 10% par an selon les secteurs. Le moteur principal est l'intégration du sport dans la vie pro et quotidienne. Les gens vont se mettre de plus en plus en sport, plus en plus au sport, même s'il y a de plus en plus de gens obèses. En fait, il y aura deux catégories. Il y aura des gens malheureusement qui sont un petit peu gros, et j'espère qu'ils vont arriver à combattre tout ça, que les États dans toute la planète vont arriver à combattre ça. Et il y aura de plus en plus de gens qui font du sport. C'est comme ça, tant mieux. On a aussi la frontière entre la salle de sport et le bureau a disparu, hein. Le confort et le style sont devenus les critères numéro un. Le virage DTC, donc ça, clairement, c'est une connerie monumentale, hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Parce que la vente directe, ils l'ont tout simplement fait disparaître et c'était une erreur. L'éco-responsabilité et l'innovation passent désormais par les matériaux recyclés et la gestion thermique des tissus. Ouais. Domination face à la concurrence à la guerre des sneakers sur le segment des baskets. Nike pèse 33 milliards, soit plus du double que son rival Adidas. C'est très bien, mais est-ce qu'ils vont pouvoir le faire durer, ce double? Et c'est surtout en fait qu'il y a énormément de monde enfin, énormément de monde sont arrivés sur ce marché-là. Donc ça va être compliqué pour Nike d'arriver à grossir. Avec ses marques Jordan et Converse, un Nike et Adidas contrôlent à eux deux 57% du marché mondial de la sneakers, mais ce pourcentage-là, il est en baisse. Moi, j'ai très très peur à long terme pour le somme de Nike. J'ai peur qu'ils n'arrivent pas à le faire grossir aussi vite que leurs concurrents et qu'ils restent une boîte dominante, mais une boîte en déclin. Donc l'entreprise versus IA, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'entreprise peut bénéficier de l'IA et quel missile Scud l'IA peut envoyer à l'entreprise? Donc il y a toujours des effets positifs et des effets négatifs. Donc en effet positif, on a l'IA comme allié, les leviers de croissance. On a le design génératif et la R&D, hein. L'IA, Nike utilise l'IA pour tester des milliers de structures de semelles ou de tissus en quelques secondes. Cela réduit le temps de création de 18 mois à quelques semaines. On a aussi l'hyper-personnalisation grâce aux données des apps. L'IA prédit exactement quel modèle tu vas vouloir acheter avant même que tu ne le saches. Ça, je dois m'en avoir quand même. C'est la fin du stock mort et des promos agressives. L'optimisation de la supply chain, hein. L'IA prévoit la demande par quartier et par ville. Ça, je le crois très fort. Nike peut envoyer les bons stocks au bon magasin, etc. Donc ça, je suis d'accord. Et l'expérience client, dopé à l'IA, hein, permet de scanner son pied avec un smartphone pour garantir la pointure parfaite et aussi pour tout simplement faire des essais de chaussures très rapidement avec tes vêtements pour savoir si ta chaussure va te plaire ou pas. L'IA comme menace et les risques de disruption, donc on a en un une démocratisation du design avec l'IA générative, n'importe quelle petite marque peut créer des designs ultra innovants et visuellement parfaits sans avoir d'armée de designers. Donc la barrière à l'entrée s'abaisse pour les nouveaux concurrents. Ça me fait surtout très 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 peur, hein. La désintermédiation pour les agents, par les agents IA. Demain, un utilisateur ne cherchera plus une Arc Air Force One pardon, sur Google, mais demandera à son IA, trouve-moi la meilleure basket blanche pour mon budget avec le meilleur confort. Et si l'IA recommande une alternative moins chère et plus performante, Nike perd son pouvoir de marque.
Et il y aura aussi tout ce qui est deepfake et réputation. Le risque de campagne de dénigrement ou de fausses collaborations Nike créées par l'IA peut nuire gravement à l'image de marque. Ok, verdict. Pour Nike, hein, l'IA est une arme à double tranchant, soit elle réussit sur l'intégration, elle peut doubler ses marges en supprimant les inefficacités logistiques, mais si elle s'endort, l'IA permettra à des petites marques, et on l'a vu, hein, Nike c'est vraiment un peu le géant endormi qui a 2 de tension, ça peut être très compliqué pour Nike. Donc le mode, clairement, on n'a pas une méga note ici, pourquoi? Parce que clairement, bah, pour moi, il est quasiment inexistant. On a un avantage des coûts, certes, hein, parce que Nike envoie ses chaussures se créer en Asie avec des petites mains très peu payées, mais à part ça, et c'est pas très, comment dire, pas très glorieux. On a des actifs intangibles, oui, ça c'est sûr, hein, ce sont son plus gros atout. Une marque estimée à 33 milliards de dollars, ses brevets technologiques, etc. Oui, des actifs intangibles. Pour moi, il n'y a aucun effet de réseau, hein, parce que l'utilité d'une basket Nike ne dépend pas d'un nombre de personnes qui en portent, bien que les apps créent une communauté, elles ne génèrent pas un effet de réseau structurel qui rendrait le produit intrinsèquement meilleur à chaque nouvel utilisateur. Il y a un coût de changement, bah t'as aucun coût de changement et aucune réglementation. Allez, je veux bien mettre, allez, on va être gentil, on rajoute 2 points à l'effet de réseau. Quand tu vois des mecs qui ont des belles chaussures, c'est toujours sympa. Donc le mode, il n'est pas glorieux du tout. Et maintenant, on passe, comme vous avez l'habitude, on va passer sur les chiffres, les amis. Et là, on va aller voir un petit peu. On voit que les revenus, c'est quand même une marque, on peut dire ce qu'on veut, mais une marque qui fait croître ses revenus de manière régulière. Donc là, on a quand même une décroissance en 2025. C'était annoncé, on avait un plateau depuis 2 ans. Et moi, ce qui me fait surtout peur, c'est les bénéfices. Alors les bénéfices, c'est déjà moins glorieux quand on dézoome, même s'il y a eu quasiment un sans faute de 96, à part quelques années. Il y a eu un petit plateau ici entre 98 et 2003. Et jusqu'en 2017, c'est quand même très 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 solide. Et après 2017, hein, voilà, la stratégie, on arrête d'être dans les magasins, etc. Bah voilà ce que ça donne. Il y a eu quand même des pics en 2022, etc. Dû aussi au Covid, hein, les gens pouvaient moins se déplacer. Donc ça consommait à fond sur Internet. Et là, bah, terminé, hein, les gens sont revenus dans les magasins. Résultat, bah, les bénéfices sont plombés. Les free cash flow, c'est pas glorieux non plus. Ça suit clairement la courbe des bénéfices. Donc là, on est sur quoi? On est sur une boîte qui a très peu de mottes, qui a des marges, on va aller les voir, hein. Les marges, c'est pas glorieux non plus, hein. On a des marges brutes déjà. Ce que j'aime pas trop, c'est que déjà c'est plafonné à 40%. On voit qu'il n'arrive pas, depuis 86, à dépasser ces 43%. Donc on a des coûts matériels qui n'arrêtent pas d'augmenter. En tout cas, il n'y a pas d'efficacité énorme. La marge OP, hein, déjà, alors ça, quand je vois des marges comme ça, là, en grand 8, j'aime pas du tout. C'est-à-dire que la marque n'arrive pas, hop, et c'est exactement pareil pour la marge nette. La marque n'arrive pas à avoir du pricing power. Et pourtant, ils vendent leurs produits très cher. Donc là, carton rouge aussi. On va aller voir autre chose que. Enfin, une hérésie complète, mais bon. On va y aller. Franco Lamarque donne des rémunérations en action à ses foutus salariés et cadres, alors que l'entreprise fait de la décroissance quasiment depuis 2 ans. Et là, on a 22% des free cash flow qui sont bouffés. Donc on a des actions en circulation qui n'augmentent pas, mais c'est-à-dire que la boîte remet du cash pour acheter ses actions qu'elle vient de donner à ses salariés, alors que la boîte perd du pognon. Je ne comprends même pas comment ce chiffre n'est pas plus bas et n'est quasiment pas à zéro. Ils ont doublé le chiffre en un an. Donc ils ont dû prendre des tonnes de designers, patati patata, un nouveau board, et leur dire, bon, on va vous payer en rémunération par action. Et pour l'instant, ils n'ont rien foutu, en fait. Donc là, c'est pareil, t'es actionnaire, t'es un sélectionneur, t'as pas envie de prendre bête blessée, j'ai envie de dire. Et là, clairement, on est sur une bête blessée, hein. Donc le ROIC, les amis. Le ROIC, c'est pareil, hein, ça danse la samba du Brésil. Donc ça, j'aime pas, même si le ROIC en termes de 12%, c'est pas déconnant. Voilà, c'est la samba du Brésil. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on sait pourquoi et ça m'inquiète. Clairement, marge OP, bah, pourri, marge nette. Enfin, la marge OP, elle est pas de 7%. Par contre, il y a un petit problème ici. La marge nette, oui. Et la marge des free cash flow, 7%, ça peut pas rentrer, moi, par exemple, dans mon portefeuille quality. Donc, non. Le ROIC n'est pas si mauvais que ça. Par contre, le super ROIC sur un an, Nike a brûlé énormément de pognon. Donc, à voir si ils peuvent arriver à. Sur 5 ans, c'est pas mauvais par contre. Sur 10 ans, ça l'est beaucoup moins. Et surtout, le WACC est inférieur au ROIC et bah, supérieur du coup au super ROIC, mais de quelques pourcentages. On voit que depuis 5 ans, l'entreprise bossait bien. En 10 ans, l'entreprise bossait pas trop mal non plus. Et depuis un an, on voit que l'entreprise est pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On a une prédictibilité qui n'est pas déconnante du tout, mais surtout qu'on a un futur CA à 4%, quoi. En gros, Nike, ça va faire l'inflation. Ça va être un peu le Coca-Cola. Et un Coca-Cola qui donne pas beaucoup de dividendes et qui a un gros payout ratio en plus. On va le voir, ils ont augmenté leurs dividendes alors que les bénéfices
sur certaines années sont en baisse. Donc là, pareil, moi, c'est un board que je comprends pas. Tu as des années en baisse, et ben tu baisses ton dividende. C'est pas la peine de faire le malin en disant voilà, tous les ans on augmente le dividende. Il y a un moment, le dividende, ça va commencer de t'asseoir. On peut le voir. On n'a pas le. Ouais, voilà, il paye 2 milliards de dividendes, hein, 2 milliards pour un 300 millions de dividendes. Et tu as 3 milliards de free cash flow. Donc pour l'instant, c'est tenable. Mais il y a un moment, ça va commencer d'être pas tenable. Il y a un yield à 3%. Pourquoi? Parce que la boîte s'est fait défoncer. Il y a un payout ratio de 71%. Donc on pourrait même pas dire on va sur Nike pour toucher des dividendes. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'elle a besoin de faire de la R&D, etc. Ça va coûter du pognon. Et ben, ils vont chercher où le pognon? Ils vont réduire ce foutu dividende. Moi, je pense que le dividende doit être au minimum maintenu à ce chiffre-là, mais pour moi, doit baisser tout simplement. Donc, on ne peut pas aller chercher non plus Nike pour du dividende en se disant, OK, on va être patient, etc. Non. La dette n'est pas très importante par rapport à la trésorerie. Ça, c'est déjà le bon point. On peut même aller voir dans les résultats, mais il me semble, de mémoire, que, pas dans les résultats, dans les finances, il me semble qu'ils ne payent pas d'intérêt. Leur dette leur coûte rien. Intérêt payé, intérêt perçu. Voilà, revenu d'intérêt, ils ont 115 millions de dollars de revenus avec leur petit cash qui dort. Donc là-dessus, la boîte est plutôt bien gérée, il n'y a rien à dire. Voilà, les employés, on voit qu'il y a eu une petite purge à voir un petit peu dans le futur. Mais déjà, ce qu'on peut voir déjà sur les premiers chiffres, enfin sur les chiffres complets même, c'est une boîte, moi, qui ne peut pas rentrer dans mon portefeuille. Et en termes de sélection d'actions, je ne peux pas la faire rentrer. Donc la prévision des EPS, on est à 13% sur du lot, ok. Et le CA, par contre, on est sur du 4% de croissance de CA. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils annoncent une augmentation comment dire, des marges. Si tu as des marges, on va se calmer, hein. Donc là, on est en 2026. On a une augmentation surtout des marges après 2029 pardon, pour les analystes. C'est pour ça qu'il faut être patient sur le titre, les amis. On va aller voir nos petits résultats, en fait. On va aller voir un petit peu ce que le board nous dit. Et à mon avis, on va passer sur un mode, oui, mais on est sur une année de restructuration, etc. Patati patata, je ne les ai pas regardés avant, hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Résultat stable par rapport à l'année publiée. Donc ça, on s'en fout. Ouais, nanana, marge brute en baisse de 130 points de base pour atteindre 40% principalement à cause de l'augmentation des droits de douane en Amérique du Nord. Donc on nous annonce une augmentation des marges à partir de 2029. On voit déjà que 2029, ça va être vite là, c'est dans 3 ans. On voit déjà qu'on a une baisse encore de la marge brute. Donc là-dessus, moi je vais être très pessimiste. Ventes par canal, hein, les ventes directes de Nike ont chuté de 7%, on a une baisse de 9% pour les ventes en ligne, tandis que les ventes en gros ont légèrement progressé de 1%. Donc là, c'est le retour de la médaille. On vend pas plus dans les magasins et on vend moins par nos canaux. Les stocks en baisse globale de 1% en valeur et dans 5% en volume, témoignant d'une meilleure gestion. Charge exceptionnelle, l'entreprise a enregistré un coût de 230 millions de dollars lié à des réductions d'effectifs, principalement dans sa chaîne d'approvisionnement et ses divisions technologiques. Ok, 230 millions, c'est pas ça non plus qui a flingué le business, hein. Performance régionale, croissance à Amérique du Nord, c'est très bien. Recul en Europe et en Moyen-Orient, donc l'IMIA à moins 7%. Grande Chine, moins 10%. Asie-Pacifique, moins 2%. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La stratégie de relance, le Win Now. Ouais, on va voir, hein. Le management souligne que l'entreprise est au milieu d'une vaste restructuration. Une action clé a été de retirer volontairement du marché des stocks excédentaires, qui a coûté environ 5% du chiffre d'affaires, une étape jugée nécessaire pour assainir le marché. Ça, c'est déjà bien. Sport de performance, on l'avait vu, innovation, succès notable des nouvelles technologies, comme la plateforme Nike Mind, rupture de stock total et de nouveaux vêtements thermiques avec un focus stratégique pour la Coupe du Monde. Alors ça, c'est bien beau de nous dire ça, rupture de stock total. Mais on n'a même pas, on n'a même pas le nombre de vêtements qui ont été créés. Si tu crées 100 000 vêtements, rupture de stock total. Donc voilà, défi par marché, l'Amérique du Nord, même la relance avec un retour à la croissance sur tous les canaux, l'Europe souffre d'un environnement très taxé. Ouais, bah, non mais voilà. Quatrième trimestre, le chiffre d'affaires devrait baisser. Ok, ça continue, hein. Une chute anticipée d'environ 20% en Grande Chine. La marge brute devait encore reculer légèrement de 25 à 75 points de base. Donc est-ce que la marge brute va tomber en dessous des 40%? Ouais, la marge brute risque. Non, j'ai une connerie, non, 75 points de base, on serait à 40,1%. Mais ça reste très compliqué. Les revenus globaux devraient s'inscrire légèrement en baisse. Cependant, la direction prévoit que la marge brute et les bénéfices commenceront à remonter à partir du deuxième trimestre 2027. On n'y est pas encore. Là, clairement, il va falloir être très conservateur sur les prix justes, hein. Le plan de restructuration actuel devrait s'achever d'ici la fin d'année civile. Les économies générées par les récents licenciements porteront leurs fruits. 2026 et là, 2028 même. Bientôt, on va nous dire 2030, hein. Une feuille de route détaillée sera présentée aux investisseurs cet automne.
Là, clairement, moi je vous le dis tout de suite, on ne touche pas avec un bâton l'action Nike avant cet automne, même plus loin. Mais bref, on va maintenant passer à la conclusion de la vidéo et on ira voir l'onglet valorisation, les amis. Donc moi en conclusion, j'ai mis 3 prix justes et on ira les voir juste après. Je vais être bref, hein, je vois aucune raison d'investir sur un marché aussi concurrentiel. Personne ne peut savoir qui sera devant dans les 5 années à venir, notamment sur le running qui est hyper porteur, et même sur les sneakers. Les revenus de Nike dépendent aussi beaucoup des partenariats avec les athlètes. Leur ancien PDG a clairement fait exploser la boîte avec leur stratégie direct to consumer. Alors qu'on a vu une boîte qui aurait peut-être pas forcément explosé, mais on aurait une boîte qui aurait continué à croître de 4, 5, 6% par an, juste en étant le leader et en se disant, bon bah allez, on fait un Nike 2.0 avec les vêtements, on va essayer de faire ça, et en fait ça ne sera pas le cas, et ça va être très compliqué pour eux. Donc je le dis souvent, hein, mais les investisseurs, on est des sélectionneurs, on n'est pas là, on est là pour prendre les meilleures boîtes au meilleur prix possible. J'ai cependant calculé ce prix, un juste prix avec 3 scénarios, et surtout faites attention aux gens qui vous mentent sur les réseaux, qui vous disent l'action, c'est vrai que on n'a pas été voir on n'a pas été voir le cours. Et c'est très, très grosse faute de ma part. Mais les gens ici, on va faire un petit exercice simple. Hop, on va prendre, allez, on est en 2023. Mince. On va revenir ici. On est en 2021, l'action est à 165 dollars. Vous aurez vu et vous avez certainement dû voir en 2022 des vidéos pop. Moins 51% sur Nike, c'est le moment d'acheter. Attention, vous allez voir, vous allez retomber sur vos pattes. C'est un mastodonte patati patata. Très bien. Et ça, vous les voyez actuellement sur les Dassault Systèmes, sur tout un tas d'actions, sur Essilor Luxottica notamment. Vous avez Hermès, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut analyser le business. Si vous ne le faites pas, bah, vous n'êtes pas à l'abri de vous reprendre derrière un moins 44%. Donc voilà, je vous le dis, vous achetez à moins 50% aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri de prendre un moins 40% demain, et ça, faut vraiment faire gaffe. Et si vous ne faites pas un deep dive complet de la boîte, si vous ne comprenez pas pourquoi le PDG a flingué la boîte, comme on vient de le faire ici, moi, clairement, bah, je n'irai pas sur le titre et on va passer, hop, au prix juste maintenant. On peut aller voir aussi vite fait, les objectifs de prix. On a des objectifs de prix différents, hein, 62 dollars. Même le lot, j'y crois pas en fait. 65 dollars et 110 dollars pour les plus optimistes. Mais enfin, vous allez voir que c'est la folie complète. Totalement. Donc là, clairement, je l'ai dit, un Bagger, n'hésitez pas à aller sur l'appli Bagger. Vous avez 14 jours gratuits. Vous avez un tas de trucs hyper intéressants. Et vous avez quasiment la plus belle mine d'or que j'ai jamais trouvée. Moi, je vais en faire un petit peu de pub. Mais vous avez les thèses. En fait, c'est très bien d'avoir un screener. Mais en fait, là, vous lisez clairement les thèses que les utilisateurs font. Donc vous avez en plus une mine d'or. Il y a des gens qui vous ouvrent la porte à une mine d'or. Vous prenez un petit seau, une petite pelle, et vous allez essayer de. Vous allez lire ces petites thèses et vous allez trouver des boîtes qui sont hyper intéressantes. Donc moi, je n'ai pas pu gagner la dernière fois. Hein. J'ai pas fait assez de thèses intéressantes pour le jury, même si j'ai été cité. Hein. Merci Hugo et Mathieu. Et clairement, je vous le dis, au mois d'avril, la thèse gagnante, elle est pour moi, les amis. Je sais ce que je vais mettre comme thèse dedans et on va rafler les 200 euros. Vous avez 200 à gagner, 200 euros à gagner par mois en plus. Donc clairement, ça coûte 150 euros par an, Bagger. Je crois que vous avez 20%. Et bah, vous gagnez une thèse, vous êtes remboursé sur l'année. Donc n'hésitez pas à y aller. Bref, nous, on est parti maintenant. Hop, on repasse ici. J'ai fait 3 prix justes. Donc un prix juste en étant hyper conservateur. 3% de croissance des free cash flow, un PE final de 20, et moi j'ai un juste prix à 26 dollars. Et clairement, pour moi, le juste prix de la boîte, il va se trouver entre 26 et 31 dollars, donc on peut couper la part en deux. Là, j'ai pris à 5% de croissance des free cash flow, un PE de 23, et j'ai un juste prix de 31 dollars. Et actuellement, si on achète la boîte à 43 dollars, il faut que la boîte, pour faire du 12% de croissance, hein, ça je ne l'ai pas noté, mais pour faire du 12% de croissance, si vous achetez actuellement, quand les gens vont vous dire que vous faites le coup du siècle, il faut que vous ayez une croissance des free cash flow de 11% par an, un PE final de 25, et ça donnerait un juste prix autour de 45 dollars. On peut aller les voir ici, hop, non, on revient en arrière, Nike, à l'aide, hop, valorisation. Donc voilà, si vous achetez actuellement pour faire du 12% par an, vous avez quasiment pas de marge de sécurité, donc c'est chaud patate. Vous aurez un prix juste autour de 45 dollars. Il faut que l'action fasse 11% de croissance des free cash flow dans ce qu'on a vu, dans le contexte qu'on a vu actuellement. Ça va être alors très compliqué. Il n'y a pas forcément de rachat d'actions de prévu. Donc ça sera des free cash flow vraiment enfin, qui doivent être en augmentation. Hein. Il n'y aura pas de baisse d'actions. Donc 11% d'action, 11% de croissance.
des free cash flow? Est-ce que vous y croyez réellement? Moi, je n'y crois absolument pas. Actuellement, ça se paye pas à 31 fois les bénéfices, elle se paye actuellement à 29 fois. Il y a un petit lag sur l'appli. De temps en temps, ça arrive quand il y a des nouveaux résultats, mais c'est corrigé très très vite, hein. Clairement, ça se paye 29 fois les bénéfices. Est-ce que tu as envie de payer 29 fois les bénéfices? Une boîte qui fait quasiment aucune croissance jusqu'au 2026, 2027, voire 2028. Moi, non. Et pour moi, clairement, je vous dis, hein, le prix juste, ça serait de tabler sur du 3% de croissance des free cash flow, un multiple final de 20, allez, on peut mettre même 22. Voilà, on a un prix juste entre 27 et 30 dollars. Je pense qu'on pourrait commencer à se dire, allez, je tente le rebond. Mais clairement, là, moi, je suis pas du tout hypé par ce que je vois. C'est clairement cher en plus, hein. Tu achètes ça à 31 fois les free cash flow, à 25 fois les operating cash flow. Et pour clairement avoir un bon prix juste, ah, t'achèterais ça à 17 fois à 17 de PE, à 15 fois les free cash flow et à 12 fois les operating cash flow. Et les gens qui vont vous dire oui, mais la boîte ne s'est jamais payée à ce prix-là, patati patata, mais dites-vous que les Warren Buffett et consorts, ils ont acheté du Apple à 15 de PE, les mecs. Ils ont acheté du Visa à 15 de PE. Donc soyez patients. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais la médiane est de 24 et au plus bas, ça s'est payé à 18 sur les 10 dernières années. Parce que là, on a un lot à 10 maintenant. Le plus bas, ça s'est payé à 18. Bah, en fait, dans mon scénario à 17, ça peut se payer, hein. Ça peut très bien se payer à 17. Là, voilà, on a un Nike qui a coûté 12 de PE en 2009. Bah, moi j'y crois, hein. Là, quand je vois tout ça, je pense que ça peut arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On a fini ce deep dive, vous avez compris, hein, je suis pas du tout hypé par Nike. Malheureusement, j'aurais aimé avoir une boîte, pourquoi pas, qui me hype. Mais là, je pense qu'on est vraiment, en plus, au début des emmerdes, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe, l'inflation, etc., ça va rogner la marge, notamment des classes moyennes en Chine, même si c'est pas le principal pays qui va être target par tout ce qu'on va voir. La classe moyenne achètera forcément beaucoup moins de marques, parce que c'est clairement pas une marque de luxe, hein, c'est une marque de tous les jours, j'ai envie de dire. Et Jean-Richard qui fait son jogging, est-ce qu'il a envie d'acheter des chaussures Nike à 150 dollars ou est-ce qu'il va prendre encore une fois les pompes Decathlon à 80? Je pense que tout le monde peut répondre à cette question assez facilement. Donc voilà, si vous voulez rentrer sur le titre, encore une fois, moi je ne fais pas de conseil d'investissement, je n'en fais pas, c'est chaque personne doit faire ses propres recherches. Et moi, si je devais rentrer sur le titre, ça serait entre 27 dollars. Et encore, je ne sais même pas si je rentrerai à ce prix-là. Mais si je devais rentrer sur le titre, ça serait à ce prix. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux, les amis. Vous avez tout simplement, en cette semaine, il me semble que mercredi, une vidéo assez un peu atypique où je vais parler de l'Asie. Et semaine prochaine, vous avez une action que tout le monde connaît, je vous le dis, je vous la tease dimanche prochain, une action que tout le monde connaît et vous n'avez vu aucun deep dive dessus sur le YouTube Game FR. Et voilà ce que je pouvais dire. C'était Logic Invest. Ciao, ciao, ciao à tous.